Bonjour à tous et bienvenue dans votre trotteur. Ahora sí que canto yo con gusto y con alegría, porque ya llegó mi negra y era la que yo quería, porque ya llegó mi negra. Mer des Antilles au nord et jungle amazonienne au sud, c'est parti pour un peu d'exotisme. On décolle pour le Venezuela. Le pays hispanophone est calé entre la Guyane, la Colombie et le Brésil. Médaille d'or en pétrole, il fait aussi pâlir d'envie tous les amoureux de la nature par sa biodiversité hors du commun. Mais le Venezuela, c'est aussi une ancienne colonie espagnole et aujourd'hui une république fédérale qui a obtenu son indépendance au début du 19e siècle avec Simón Bolívar, un général qui a d'ailleurs donné son nom à la version officielle du pays, la République bolivarienne du Venezuela. Et la République, parlons-en, puisqu'en ce moment, le pays prépare ses élections législatives qui auront lieu le 6 décembre prochain. Le peuple va y renouveler son parlement qui accompagnera le président actuel du Venezuela, Nicolás Maduro, héritier du chavisme. Mais l'agitation politique de la grande ville ne touche pas tout le monde. Dans le sud du pays, on trouve de nombreux peuples indigènes qui vivent au cœur de la forêt amazonienne, parmi eux les Yanomami. Ils ne sont pas moins de 32 000 et vivent dans des maisons collectives qu'on nomme les Chaboneaux. Mais aujourd'hui, les Yanomami sont menacés par la présence de chercheurs d'or. Et ça dure depuis les années 70, Marie. Oui Margot, à cette période-là, des orpailleurs qui recherchent et exploitent l'or ont trouvé une gigantesque réserve dans le sud du pays. Ils s'y sont précipités sans vraiment se soucier des indigènes, les Yanomami qui y habitaient, et sont arrivés très nombreux, sans hésiter, à attaquer les populations autochtones. Et ce n'était que le début. Aujourd'hui encore, les indigènes sont chassés de leur territoire ou bien fuient pour aller s'installer ailleurs. En juillet 2012, 80 Yanomami ont été brûlés vifs dans leur habitation. Un véritable massacre qui n'a pas été reconnu par l'État vénézuélien. Et ce n'est pas tout. Les rivières et les terres sont polluées au mercure et les arbres sont décimés pour installer des mines. Les mineurs, d'ailleurs, apportent aussi des maladies qui peuvent être fatales aux Yanomami car ils ne sont pas immunisés, ils vivent coupés du monde extérieur. Depuis les années 80, environ 20% de la population Yanomami a ainsi été décimée, selon l'ONG Survival France. Mais alors personne ne fait rien pour les soutenir ? Eh bien, l'armée reste plutôt inerte face à ces dangers. Certains colonels sont même personnellement impliqués dans l'exploitation illégale et l'État n'applique clairement pas la loi autorisant les indigènes à jouir de leur territoire. Mais depuis quelques années, de plus en plus d'initiatives voient le jour pour sauver les Yanomami. Certains d'entre eux ont mis en place une association, Oronami, pour défendre leurs droits auprès de l'État. En juin 2015, une centaine a même bloqué la piste d'atterrissage d'un aérodrome pour protester contre l'exploitation minière illégale et appeler à l'aide. Mais le plus important, c'est la réunion qui s'est tenue début octobre, la Yanomami binationale entre le Brésil et le Venezuela. Leur objectif, mettre en place un programme commun de préservation du peuple. De nombreuses idées ont ainsi été évoquées, comme le développement de l'écotourisme, mais aussi l'idée de contrôler l'impact du mercure et de ralentir les épidémies en formant des agents de santé parmi les autochtones. Maintenant reste à savoir si ces idées trouveront un écho au cœur de la campagne pour les législatives. Et parmi les autres topics des élections, le pétrole, à tel point qu'au Venezuela, l'or noir est, tenez-vous bien, 100 fois moins cher que l'eau. Là-bas, le litre de diesel ne coûte que 1 centime et ça fait 15 ans que les tarifs n'ont pas bougé. Alors Liselotte, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence de prix ? Eh bien, ce prix s'explique avant tout par la place occupée par le Venezuela dans le marché des hydrocarbures. Le Venezuela détient les plus importantes réserves de pétrole au monde, avec 300 milliards de barils en réserve, soit plus de 24% du pétrole mondial. Ce n'est pas le plus grand producteur de pétrole, mais il reste en bonne position. Il est donc le 12e producteur mondial en 2014. Niveau exportation, il se place régulièrement autour de la 7e place. Le Venezuela possède donc les plus grosses réserves au monde, mais n'arrive pas à valoriser cette ressource. À côté, l'Arabie Saoudite a moins de pétrole dans ses sols, mais décroche la première place des pays producteurs et exportateurs. Et est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à cette puissance économique que le Venezuela peut vendre des barils aussi peu chers sur son sol ? Comme dans tous les grands pays pétrolifères, le prix du plein en station-service est avantageux. En fait, l'État subventionne le pétrole à hauteur de 90%. Autant dire qu'il fait cadeau du plein aux Vénézuéliens. Et c'est un véritable problème pour le gouvernement, car l'exportation ne leur permet pas de compenser les coûts de production. En fait, produire du pétrole coûte très cher à cause des processus d'extraction et de raffinage qui sont très complexes. Le pétrole est vendu à perte, en somme. À situation ubuesque, réponse ubuesque. Depuis quelques mois, le Venezuela importe du pétrole depuis l'étranger. Oui, on parle bien du pays le plus riche en réserves d'or noir.
Et si les réformes sont manifestement nécessaires, elles ne sont jamais mises en place. Le pétrole est aussi un problème politique. Quand le gouvernement avait décidé de multiplier les prix par 2 en 1989, des émeutes très violentes avaient paralysé le pays. Augmenter les prix, c'est s'assurer d'une mort politique immédiate. Alors une mort politique, d'accord, mais Clara, on peut aussi parler d'une mort économique, non ? Oui, car le pays est extrêmement dépendant de son pétrole. Le Venezuela tire 96% de ses recettes et 45% du budget de l'État de l'exportation de cette ressource. Donc, début 2015, quand le prix du pétrole commence à chuter, c'est toute l'économie vénézuélienne qui tremble. Au total, le pays a perdu presque 50% de ses ressources. Et pour le président Nicolás Maduro, l'objectif est alors clair, éviter la faillite à tout prix. Le pays manque de devises, Maduro propose à ceux qui lui doivent de l'argent de rembourser moins, mais en cash et immédiatement. L'économie chute, le président lance une grande opération séduction pour recevoir des aides internationales. Et c'est la Chine qui a répondu présent, en prêtant plus de 5 milliards de dollars au Venezuela. Le but, augmenter la production pétrolière, car si le pays de Maduro possède les plus grandes réserves de pétrole du monde, la production, elle, est largement bloquée par le manque de matériel d'extraction et de raffinage. Pour soutenir son économie, le Venezuela est donc obligé de vivre sous perfusion des aides de la Chine, qui lui a déjà prêté plus de 50 milliards de dollars en 10 ans. Et des milliards qu'il faudra bien rembourser un jour. En tout cas, si le Venezuela est le roi du pétrole, ce n'est pas la même chose du côté des produits de premier soin. Saviez-vous que là-bas, les pénuries en couches et en shampoing sont fréquentes ? Ces produits financés par l'État sont disponibles pour seulement quelques bolivars au supermarché, mais ils partent comme des petits pains, Constance. Et oui, les files d'attente s'allongent devant les supermarchés vides de Caracas. Pour faire ses courses, c'est un peu comme la circulation alternée à Paris. Une fois par semaine, en fonction du numéro sur sa carte d'identité, les Vénézuéliens peuvent se rendre au magasin public. Pour fournir des aliments à bas prix à ses citoyens, Nicolás Maduro échange son pétrole contre du café du Nicaragua ou encore du soja d'Uruguay. Mais depuis la chute du prix du baril de pétrole, le Venezuela a du mal à poursuivre ces échanges de bons procédés. Du coup, l'État est contraint d'acheter ces produits. Et du coup, les prix des marchandises augmentent, c'est ça ? Les prix peuvent varier du jour au lendemain. Certains commerçants font même leurs étiquettes à la main pour pouvoir les modifier chaque jour. Notons quand même que l'inflation se situe entre 80 et 210% du PIB. Mais alors, qu'est-ce qui provoque cette inflation ? En fait, les Vénézuéliens utilisent un dollar parallèle sur le marché noir. La monnaie officielle ne vaut donc plus grand-chose. L'État établit un taux fixe pour enrayer ce mécanisme, mais les dollars parallèles représentent 40% de l'économie nationale selon l'institut privé EcoAnalytica. Un exemple frappant. Début novembre, les frites McDo coûtent $133 comme le rapporte Slate. Ça vous paraît un peu cher ? Les Vénézuéliens peuvent les acheter $1,15 au marché noir. Bon, c'est tentant. Si on résume, les produits du marché noir sont relativement abordables, alors qu'acheter au prix normal coûte les yeux de la tête. Mais les très pauvres, eux, n'ont pas les moyens d'acheter les produits subventionnés, ni ceux du marché noir. Il faut le rappeler, le salaire mensuel minimum est de $12. Du coup, le trafic devient presque la première source de consommation pour les Vénézuéliens. Mais qui le nourrit ? Entre autres, il y a les bachaqueros. Ces contrebandiers font la queue pendant parfois presque une journée pour acheter des stocks de produits au supermarché public et les revendent 4 fois plus cher aux habitants. De plus en plus de Vénézuéliens au chômage sont tentés par ce trafic pour arrondir leur fin de mois. Il y a encore quelques mois, les bachaqueros allaient jusqu'à la frontière colombienne pour revendre à prix d'or du shampoing subventionné aux très pauvres habitants colombiens. Mais fin août, la frontière entre les deux pays a été fermée. Et c'est d'ailleurs une première historique qui montre bien l'ampleur du trafic international. Un peu de musique maintenant, on écoute Max Pisolente et on revient juste après pour parler politique.
mamita, pa' que tú veas cómo suda tu cuerpo y te cambia la vida. No mentía, ¿quién decía que bailando las penas se olvidan? Coge tu cuerpo sin preocupación, deja la pena no en televisión. On l'a dit tout à l'heure, les Vénézuéliens vont voter le 6 décembre pour élire leur parlement. À côté de ce pouvoir législatif, l'exécutif, assuré par Nicolás Maduro, le président actuel, était le protégé du socialiste Hugo Chavez et a repris le flambeau au moment de la mort de l'ancien président. C'était en mars 2013. Et en avril, Nicolás Maduro remportait les élections présidentielles avec plus de 50% des voix. Mais alors Winnie, il ressemble à quoi ce Nicolás Maduro ? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, on pourrait se référer à la série animée Family Guy et plus précisément à l'un des fidèles amis des Griffins, Cleveland Brown. Le look latino, les cheveux noirs et surtout une moustache bien fournie. Ok, donc un physique facilement reconnaissable, mais en quoi ça définit le personnage ? Eh bien, il y a 3 semaines, lors d'une cérémonie officielle retransmise à la télévision d'État, le président vénézuélien a promis qu'il se raserait la moustache si son gouvernement ne remplissait pas sa promesse de livrer 1 million de logements sociaux d'ici fin 2015. C'est pour le moins une manière originale de faire campagne. Alors, est-ce qu'il le fera ? On devra attendre le 31 décembre pour le savoir. En tout cas, sa déclaration montre à quel point Maduro est dans l'impasse avant les élections parlementaires de dimanche prochain. Et alors, du côté de son parcours, ça donne quoi ? Il est le chef de file du Parti socialiste unifié du Venezuela, le PSUV, un parti créé en 2007 qui regroupe l'essentiel des forces politiques qui soutiennent la révolution bolivarienne initiée par l'ex-président Hugo Chavez. Nicolás Maduro a un parcours politique rempli. Il a été président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, ministre chargé des relations extérieures et vice-président jusqu'à ce qu'il remplace Chavez après sa mort le 5 mars 2013. Mais depuis le début de son mandat présidentiel, Nicolás Maduro doit présider avec une cote de popularité qui s'effrite. Il n'a d'abord jamais bénéficié de la popularité d'Hugo Chavez. Lorsque l'ex-président est mort en mars 2013, Chavez bénéficiait d'un indice de popularité de 65%, alors que Nicolás Maduro enregistrait 54% d'opinions favorables, selon l'Institut vénézuélien Data-Analysis. Et on peut dire que depuis, Maduro a largement perdu en crédibilité. Et oui, à la mort d'Hugo Chavez, 44% des gens s'identifiaient à son modèle politique, la révolution bolivarienne. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 22%. Et pour ce qui est de l'identification au Parti socialiste, 42% des électeurs vénézuéliens s'identifiaient au PSUV en avril 2013. Ils ne sont plus que 16% aujourd'hui. Les dernières enquêtes d'opinion prédisent une large défaite du PSUV aux élections parlementaires. L'opposition bénéficierait de 14 points d'avance dans les intentions de vote pour le scrutin du 6 décembre. Ce serait une situation inédite depuis l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez en 1999. Et comment on explique cette popularité en berne ? Eh bien, beaucoup de choses peuvent l'expliquer. La crise économique grave que connaît le Venezuela, les attaques continues à l'encontre des opposants politiques et l'isolement diplomatique du pays au sein même de l'Amérique du Sud sont les raisons principales de la perte de popularité de Nicolás Maduro. Alors ces problèmes ne sont pas si nouveaux. Maduro est sur la même ligne politique que Chavez, mais on se demande si le chavisme peut vraiment survivre à Hugo Chavez. Et face à Nicolás Maduro, justement, une opposition bien décidée. À quoi ressemble-t-elle, Emma ? Eh bien, imaginez, cela fait 16 ans que le parti chaviste est au pouvoir. Dans ces conditions, l'opposition a dû se regrouper pour espérer un jour peser dans la balance électorale. Donc tout commence en 2006, en vue des élections présidentielles. Et oui, à ce moment-là, une coalition se crée entre une dizaine de partis de l'opposition. Elle prend officiellement le nom évocateur de MOUD, c'est-à-dire de la table de l'unité démocratique en 2009. Et ce qui frappe dans ce parti, c'est le parcours de ses leaders, surtout dans un contexte où la MOUD ne possède pour l'instant que 3 provinces sur les 23 que compte le Venezuela, et puis 64 sièges des 165 de l'Assemblée nationale. Mais beaucoup ont eu affaire avec la justice dans le passé, non ? Oui, on pense au dernier exemple en date, le 15 octobre 2015, avec Manuel Rosales, qui a été arrêté à son retour au Venezuela après 6 ans d'exil au Pérou. C'était lui qui, en 2006, avait affronté Hugo Chavez lors des élections présidentielles. Peut-être aussi avez-vous entendu parler de Leopoldo López, président du parti Voluntad Popular, l'aile la plus antigouvernementale de la MOUD. Eh bien, le 11 septembre dernier, il est condamné en appel à 13 ans et 6 mois de prison pour avoir soutenu ouvertement les manifestations de 2014 qui réclamaient la démission de Nicolás Maduro. Il faut l'admettre, c'est un atout de taille pour l'opposition puisque ces arrestations successives nourrissent le discours antigouvernemental de la MOUD, qui pointe le manque de démocratie dans le régime vénézuélien. On voit bien que c'est aussi ces années de prison et d'exil, Emma, qui ont laissé le parti miné par les tensions. On l'a bien vu lors des primaires de la MOUD organisées le 17 mai dernier. 2 figures se sont disputées la tête d'affiche. Il y a eu celle d'Enrique Capriles, le vainqueur, et donc désormais président du parti. Issu du courant modéré, il se dit prêt à conserver certains acquis du chavisme. Et en face, nous retrouvons le héros des manifestants antigouvernementaux, Leopoldo López, arrivé second aux primaires, et il appelle notamment à un rapprochement avec les États-Unis.
En réalité, ils sont tous à peu près d'accord pour tourner la page du chavisme, mais les tensions internes et les intérêts personnels font courir le risque à la MOUD de se transformer en cocotte minute en cas de victoire. En tout cas, on peut dire que la MOUD est plutôt active dans ce contexte des législatives. Et d'ailleurs, les sondages annoncent l'opposition plutôt gagnante pour ces élections. Si c'est le cas, le 6 décembre, le Venezuela connaîtra une situation inédite, à savoir la cohabitation entre un pouvoir exécutif chaviste et un parlement constitué majoritairement d'opposants. Du coup, forcément, Nicolas Maduro devra revoir un peu sa façon de gouverner. Et oui, il faudra changer 2-3 choses, notamment gouverner par décret, ce moment où l'Assemblée nationale cède ses prérogatives à l'exécutif. Et les experts notent aussi que ce vote, s'il donne le pouvoir législatif à l'opposition, montrera que le peuple vénézuélien n'est plus aussi polarisé autour du pouvoir chaviste comme il l'était jusqu'ici. Donc symboliquement, le virage sera plutôt fort. L'opposition est majoritairement présente dans les États de Táchira et de Zulia. Il n'y a pas moins de 22 élus qui sont en jeu dans ces deux zones. Pour les opposants, qui comptent bien sur cette cohabitation, le 6 décembre, ce sera le moment pour récupérer leur démocratie. Et on imagine que l'opposition compte bien demander des comptes si elle débarque au Parlement. Alors oui, des comptes, mais à qui ? Revoir les finances publiques, oui, mais surtout regarder de près l'entreprise pétrolière publique PDVSA. On n'oublie pas que la compagnie publique est soupçonnée d'extorsion de fonds, de blanchiment d'argent et de corruption, des soupçons qui durent depuis un moment puisqu'on vient de découvrir que les employés de la compagnie étaient surveillés. Mercredi dernier, en effet, plusieurs sites d'investigation ont révélé que les États-Unis observaient la PDVSA depuis 4 ans. Plus de 10 000 employés auraient été surveillés illégalement par les services de la NSA, l'agence de sécurité américaine, en lien avec l'ambassade américaine à Caracas. En tout cas, si la cohabitation se fait, on le voit, la situation politique risque d'être tendue, mais les opposants comptent bien lutter contre les gouvernements de Nicolas Maduro, qu'ils jugent souvent arbitraires et irrationnels. La grande question qui se pose donc pour le 6 décembre, c'est si le chavisme conservera sa majorité à l'Assemblée nationale ou si Nicolas Maduro devra faire face à la cohabitation que les opposants espèrent tant. Petite pause musicale maintenant, on écoute El Dinero du groupe Los Mentas. El dinero es lo único que quiero, el dinero para gastar y compartir. El dinero me permite ser grosero contra cualquier embustero de la pobreza feliz. Con dinero me haré injertos de pelo, compraremos hasta lo que ya no quiero. Y si alguien me dice que exagero, le doy unas monedas para comprar su voluntad. Con dinero compraré un trozo de cielo, beberemos licores con tetero, comeremos hasta decir que no puedo comer otra langosta y arepa con caviar. El dinero es lo único que quiero, el dinero para gastar y compartir. El dinero me permite ser grosero contra cualquier embustero de la pobreza feliz. Con dinero decoraré mis dedos con zafiros, diamantes y un rubí. Con carros repletos de dinero despejaré mis dudas, sabré lo que es vivir. Con dinero nunca tendré más peros, ni angustias, ni los desesperos que tenía cuando era un pordiosero. Qué rico es el dinero que por fin tendré. Que connaissez-vous vraiment du Venezuela ? Qu'est-ce qui définit ce pays ? Entre la Colombie, réputée pour son trafic de drogue, et le Brésil avec son carnaval, les clichés attribués au Venezuela sont finalement peu connus. Florence va nous faire un petit tour des grands mythes vénézuéliens. Ah, le Venezuela, terre du rhum, mais aussi terre du hamac et du cigare. Parce que quand on pense à ce petit pays, étrangement ou pas,
Ce sont ces 3 mots qui nous viennent à l'esprit. Alors, premier cliché, les Vénézuéliens sont des bons vivants et des bons consommateurs de rhum. Eh bien vrai, mais ce sont surtout des friands de whisky. Au Venezuela, le whisky est associé au boom pétrolier à partir des années 40. Sa consommation s'est envolée avec l'arrivée des grandes multinationales anglo-saxonnes à Maracaibo, à l'ouest du pays, et certains whiskys provenant d'Écosse ou d'Irlande se sont convertis en symboles de statut social. La situation aujourd'hui est différente. Inspirée par le café en Colombie ou la tequila au Mexique, les grandes distilleries de rhum du pays, dont quelques-unes centenaires, ont créé en 2003 l'appellation d'origine contrôlée rhum du Venezuela, qui impose entre autres un vieillissement d'au moins 2 ans en barrique de chêne. Le rhum se porte d'ailleurs plutôt bien puisque ses ventes ont cru de 22,6% en 2013, pendant que celles de whisky ont chuté de 29% par exemple. Alors, deuxième cliché, le hamac. Autrement dit, un tissu suspendu entre 2 portants et maintenu par 2 cordes. Alors pourquoi l'associe-t-on à ce petit pays ? Aucune idée, à part qu'en effet les mots sieste et hamac ressortent inévitablement sur Google quand on tape Venezuela. J'en ai donc déduit que pour l'imaginaire collectif, en Amérique du Sud il fait chaud, on fait la sieste et dans un hamac c'est plus cool. Dernier cliché, des cigares. Alors le cigare, pour info, il est constitué de 3 parties, la tripe, la sous-cape et la cape. Les feuilles intercalaires entre la tripe et la cape se nomment capote, non je ne parle pas de sexe, et comme la cigarette, il peut entraîner des cancers et des maladies cardiovasculaires, mais là, je ne vous apprends rien. Par contre, les cigares proviennent plutôt de Cuba, et les tabacs utilisés pour la fabrication sont cultivés donc à Cuba, au Cameroun, au Brésil, en République dominicaine, en Indonésie, au Nicaragua, au Honduras et aux États-Unis. Donc pas vraiment dans notre petit pays. Et bien sûr, alcool et tabac sont à consommer avec modération. À bon entendeur, salut. Merci Florence pour cette petite piqûre de rappel. Mais au-delà des clichés, le Venezuela a aussi son lot de légendes. L'une d'elles parle notamment de la Sayona, une femme qui sait ce qu'elle veut, Pierre. Tout à fait, Margot. Une femme qui apparaît aux hommes infidèles pour les punir. Son cri est si puissant qu'on l'entend à des kilomètres. Alors non, Margot, je ne parle pas de ta belle-mère, mais bien de la Sayona. À l'origine de cette légende vénézuélienne, une histoire digne du meilleur de Plus belle la vie. Alors voici la légende. Melissa est une ravissante femme vivant dans les Llanos, au sud-est du Venezuela. Mais Melissa a un défaut. Elle est très jalouse. Enfin, vous me direz, oui, c'est une femme, quoi. Oh. Un jour, alors que Melissa se baigne à poil dans une rivière, elle surprend un gros pervers en train de la mater. Alors, pour détourner son attention, celui-ci lui balance un énorme mensonge. Il lui dit « Peut-être, mais ton mari est encore pire. Le gusta mucho a tu madre. Ta mère et lui, ils font l'amour derrière ton dos. » Furieuse, Melissa se précipite chez elle. Elle tombe sur son mari qui s'occupe de leur bébé. Bon alors, c'est ici qu'on peut être sûr que cette histoire est bien une légende. Un latino qui s'occupe de la maison et du bébé pendant que sa femme prend du bon temps. Laissez-moi rire. Enfin bref, Melissa brûle toute la baraque, le mari et l'enfant aussi. Ni une ni deux, elle se précipite chez sa matriarche et, pourtant flattée, sa mère lui assure qu'elle n'a pas couché avec son beau-fils. Melissa ne la croit pas. Elle décide alors de couper les ponts, à coups de machette. Avant de mourir, la mère de Melissa l'aurait ainsi maudite. « Sayona serás para siempre, y en nombre de Dios, que así sea. » Soit, en gros, « Au nom de Dieu, tu seras la Sayona à tout jamais, et ainsi soit-il. » Depuis ce jour funeste, Melissa, devenue la Sayona, traque les hommes infidèles, les séduit, et puis les tue. Alors que certains n'y voient qu'une légende héritée des temps coloniaux, des milliers d'hommes assurent l'avoir déjà rencontrée. Bon, c'est quand même idiot, hein, mec. Avouer l'avoir rencontré, c'est quand même avouer à demi-mot son infidélité. Bon, vous l'avez compris, messieurs, soyez discrets, sinon, gare à vous. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi, merci à nos tout nouveaux rédacteurs en Master 1 de journalisme au CELSA, et puis comme d'habitude, merci à l'école de nous prêter ses studios, merci à Paul pour la régie, et puis 1000 merci à Cyrielle qui occupe un tout nouveau poste à votre hauteur, celui de rédactrice en chef. Donc merci à Cyrielle d'avoir préparé toute l'émission. À bientôt pour une toute nouvelle émission.